Au fil des siècles, le nombre 13 est de plus en plus redouté. Certains vont même jusqu'à affirmer que le crash de Wall Street aurait commencé dès le 13 octobre et non pas le 24 octobre 1929. En 1970, les astronautes de la mission Apollo 13 échappent de justesse à la mort. Lorsque la fusée décolle de la côte Est, tout semble normal. Le centre de contrôle de Houston procède au décollage de la mission lunaire à 13h13 heure locale. 2 jours plus tard, le 13 avril, le réservoir du module de service explose. Simple coïncidence, ou y a-t-il plus d'accidents qu'à l'accoutumée les vendredis 13? Qu'en pensent les scientifiques? En 1969, un étudiant du nom de S.R. Baxter a publié un article dans une gazette de mathématiques. Et il avait calculé que sur une période de 400 ans, ce qui correspond à un cycle complet de notre calendrier, le 13 du mois tombait 684 fois le jeudi et le samedi, 685 fois le lundi et le jeudi, 687 fois le dimanche et le mercredi, et 688 fois le vendredi. Cela ne fait pas beaucoup plus, c'est même une différence presque négligeable. Mais disons qu'il y a plus de chances que le 13 tombe un vendredi que n'importe quel autre jour de la semaine. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que le jeune Baxter avait 13 ans quand il a écrit cet article. À partir de là, on peut facilement expliquer pourquoi ce jour porterait malheur. Statistiquement, plus d'accidents ont lieu un vendredi 13, tout simplement parce que le 13 tombe plus souvent un vendredi que n'importe quel autre jour de la semaine. Certains symboles peuvent parfois mettre des années à se défaire de l'image négative qu'ils véhiculent. Le svastika en est l'exemple le plus frappant. Dans le monde entier, cette croix évoque les atrocités du régime nazi. Pourtant, ce symbole était au départ synonyme de prospérité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est devenu l'emblème des nazis. Svastika signifie bonheur en sanskrit. C'est l'un des plus anciens symboles de l'humanité. Les premiers svastikas remontent à presque 14 000 ans. Le plus souvent orientée à gauche, cette croix symbolise la vie et la renaissance dans la culture indienne. Comment ce symbole du bouddhisme a-t-il pu finir sur les drapeaux nazis? Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est en plein chaos. Déstabilisée, l'Europe est en proie à la pauvreté et à l'instabilité politique. Les Européens cherchent à donner un sens à leur vie. Ils s'intéressent de plus en plus à l'ésotérisme, aux sectes secrètes et à leurs racines hindou-germaniques. Ce symbole du bonheur venu du sud-est asiatique va donc exercer une certaine fascination sur les nouveaux ordres germaniques. Dans les années 20, l'ordre de Thule, une organisation secrète allemande, intègre le svastika à son rituel initiatique. Durant ce rituel, les novices sont amenés les yeux bandés devant le grand maître. La première chose qu'ils voient lorsqu'ils sont autorisés à retirer leur bandeau, c'est le symbole du svastika. Lors de cette cérémonie solennelle, ils jurent fidélité éternelle à leur ordre.
Ils scellent leur serment en faisant le signe de la croix gammée. De nombreux membres de ces loges secrètes deviendront par la suite membres du parti nazi. En 1927, le jeune parti nazi choisit le svastika comme emblème. C'est Friedrich Krohn, un dentiste bavarois, qui propose cet emblème au parti nazi. Le symbole qu'il a dessiné a les branches orientées à gauche, comme le svastika bouddhiste. Pour un leader et un agitateur tel qu'Hitler, ce n'était pas un symbole suffisamment agressif. Sa lutte contre le bolchevisme et son idéologie raciale pleine de haine nécessitaient un symbole beaucoup plus agressif. À cette époque, Adolf Hitler est responsable du matériel de propagande du parti. Lorsqu'on lui présente cet emblème, il prend un crayon et procède à quelques changements qui seront décisifs. Il modifie l'orientation des branches et les fait pointer vers la droite. Il fait basculer le symbole à 45 degrés, ce qui accentue l'impression de rotation et lui donne un air plus agressif. Le choix des nazis n'a pourtant rien d'original. Une rapide recherche sur Internet permet de s'apercevoir que jusque dans les années 30, le svastika était un porte-bonheur universel. On le trouvait sur les jetons de poker américains et sur de nombreuses cartes de vœux. Les membres de l'équipe canadienne de hockey l'arboraient même sur leur maillot. Mais Hitler allait réinventer ce symbole. La mise en scène très spectaculaire des meetings du parti, avec des projecteurs et ce genre de choses, fascinait littéralement les foules. Ce n'était pas juste le symbole qui les fascinait, mais la façon dont il était utilisé pour faire de la propagande. Hitler va développer un concept de propagande ciblée et particulièrement efficace autour de ce symbole. Le svastika est reproduit à l'infini et apposé sur des millions de badges, de drapeaux et de bannières. Il apparaît également dans de nombreux films de propagande. Avec toute cette propagande, le svastika apparaissait dans les films, aux actualités, dans les feuilletons. Ce symbole est devenu tellement associé au parti nazi que je ne pense pas qu'il pourra se départir un jour de cette symbolique. Les symboles ont toujours eu un fort impact émotionnel et le monde de l'industrie sait les exploiter depuis longtemps. Notre cerveau étant capable de les interpréter sans même avoir à les décrypter, les industriels travaillent à développer des logos que notre subconscient associera à quelque chose d'agréable. Et lorsque les symboles sont associés à une idéologie, à un événement ou à un personnage, ils ont encore plus d'impact.